Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Un jour qu'une affaire d'importance l'appelait, il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dattes, parce qu'il avait un pays désert à passer, où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire, et quand il eut terminé la chose qu'il y appelait, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche, affamé, il s'assit près d'une fontaine, après avoir tiré de sa valise quelques dattes et du biscuit. En mangeant des dattes, il en jetait les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds et fit sa prière. Il était encore à genoux quand il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse et d'une grandeur énorme, qui, s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main, lui dit d'un ton d'une voix terrible: Lève-toi, que je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils. Le marchand lui répondit en tremblant: Comment pourrais-je avoir tué votre fils? Je ne le connais point et je ne l'ai jamais vu. Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici? Répliqua le génie. N'as-tu pas tiré des dattes de ta valise en les mangeant? N'en as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche? Je ne puis le nier, répondit le marchand. Cela étant, reprit le génie, je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait, il en a reçu un dans l'œil et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. Ah, monseigneur, pardon, s'écria le marchand. Je n'ai assurément pas tué votre fils, et quand cela serait, je ne l'aurais fait que fort innocemment. Par conséquent, je vous supplie de me laisser la vie. Non, non, dit le génie. Il faut que je te tue, de même que tu as tué mon fils. À ces mots, il prit le marchand par les bras, le jeta la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. Quand le marchand vit que le génie lui allait trancher la tête, il fit un grand cri et lui dit: Arrêtez, de grâce! Ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants, et de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait. Je reviendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu me demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez m'en croire à mon serment, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je reviendrai vous retrouver ici sans y manquer. Je vous promets que demain, en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. À ces paroles, le génie disparut. Le marchand, s'étant remis à sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec une joie parfaite. Mais, au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Nous nous réjouissions, disait-elle, de votre retour, et cependant vous nous alarmez, tous par l'état où nous vous voyons. Hélas, répondit le mari, je n'ai plus qu'un an à vivre. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie, et leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année recevoir la mort de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables.
Les enfants faisaient retentir la maison de leurs gémissements, et le père mêlait ses larmes à leurs plaintes. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires et s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de grandes aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves, partagea ses biens entre ses enfants et, en rendant sa femme tout ce qui lui appartenait, il l'avantagea de tout ce qu'il lui put lui donner suivant les lois. Enfin, l'année s'écoula, et il fallut partir. Il fit sa valise, où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli, mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Imitez-moi. Soumettez-vous courageusement à cette nécessité, et songez que la destinée de l'homme est de mourir. Après avoir dit ces paroles, il partit et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine où il attendit le génie. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à la tâche parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un de l'autre, après quoi le vieillard lui dit « Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert ?» Le marchand lui conta son aventure. Le vieillard l'écouta avec étonnement. « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux être témoin de votre entrevue avec le génie. » Il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient tous deux, il arriva un autre vieillard suivi de 2 chiens noirs. Il s'avança jusqu'à eux, et les salua en leur demandant ce qu'ils faisaient en cet endroit. Le vieillard qui conduisait la biche lui apprit l'aventure du marchand et du génie. Il ajouta qu'il était résolu de demeurer là pour voir ce qui en arrivait. Le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, prit la même résolution. Il s'assit auprès des autres, et à peine se fut-il mêlé à leur conversation qu'il survint d'un troisième vieillard, qui, s'adressant aux 2 premiers, leur demanda pourquoi le marchand qui était avec eux paraissait si triste. On lui en dit le sujet, qui lui parut si extraordinaire qu'il souhaita aussi d'être témoin à ce qui se passerait entre le génie et le marchand. Pour cet effet, il se plaça parmi les autres. Ils aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse, comme un tourbillon de poussière enlevé par le vent. Cette vapeur s'avança jusqu'à eux, et, se dissipant tout à coup, leur laissa voir le génie, qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main, et lui dit, le prenant par le bras, « Lève-toi, que je te tue, comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les 3 vieillards effrayés se mirent à pleurer et à remplir l'air de cris. Quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand et l'allait tuer, impitoyablement, il se jeta aux pieds de ce monstre et, les lui baisant, « Prince des génies, lui dit-il, je vous en supplie, très humblement, de suspendre votre colère et de me faire grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. Mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous voudriez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime. » Le génie fut quelque temps à se consulter là-dessus, mais enfin il répondit « Eh bien, voyons, j'y consens.